Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au cours d'électrotechnique 2. Durant ces différentes leçons que nous allons vous proposer, nous étudierons les circuits en régime sinusoïdal triphasé et également toute la théorie permettant d'analyser les effets transitoires dans les réseaux électriques. Dans cette première leçon, nous allons faire une introduction générale sur les réseaux, comment finalement, avec quelques exemples, nous pouvons fabriquer de l'énergie électrique, en particulier ici avec un générateur synchrone, un moteur ou autre lié à une conversion électromécanique. Je commence ici par un exemple où vous voyez le stator d'une turbine. Cette turbine est mise en rotation par plusieurs effets possibles, soit de la chaleur avec de la vapeur, donc on sort une machine à vapeur, soit une turbine hydraulique, donc on fait tourner cette turbine grâce à la pression de l'eau, ou encore grâce à une éolienne ou à une centrale nucléaire. Vous voyez ici la taille d'un tel stator qui vous montre que pour générer actuellement les réseaux électriques en Europe, il est nécessaire d'avoir de plus en plus de gros générateurs. Ici, vous voyez le générateur du barrage de Marège en France. Un autre exemple de la taille et du gigantisme vous est montré dans cette photo, où vous voyez dans une des centrales hydroélectriques de Itaipu au Brésil, une des plus grosses centrales hydroélectriques du monde, le rotor de cette machine avec autour du stator le personnel qui a permis de construire cette centrale. Vous voyez ici la taille des ouvriers par rapport à la taille du rotor que vous voyez là, en train d'être posé par un pont roulant. Ceci est assez exceptionnel. Pour le barrage d'Itaipu, ceci permet de fournir en électricité une large quantité de ménages et donc une très grande partie du pays. Pour revenir à la Suisse, nous avons ici deux exemples typiques du réseau, ou des réseaux devrait-on dire, en Suisse. Vous avez à gauche le barrage de la Grande Dixence en Valais, célèbre pour la longueur du lac, mais également la hauteur du mur, un des plus hauts du monde. Et à droite, le barrage d'Émosson en Valais, qui est un barrage voûte. Ces deux barrages ont la particularité de fabriquer de l'énergie électrique, l'un et l'autre par l'accumulation d'eau, et finalement, grâce à la chute d'eau, une pression et un débit d'eau permet de faire tourner un générateur en aval. Mais ces deux barrages ne fournissent pas l'énergie électrique à la même fréquence. Nous allons voir que le barrage de la Grande Dixence permet de fournir le réseau dit urbain, ou pour tout le monde finalement, dirons-nous comme ça, c'est-à-dire à une fréquence de 50 Hz. Et le barrage d'Émosson qui est à droite fournit uniquement du 16/2 de Hertz, un deuxième réseau en parallèle en Suisse utilisé pour le réseau des chemins de fer fédéraux, les CFF. Donc nous avons en Suisse différents barrages qui sont soit dédiés au réseau urbain à 50 Hz, soit au réseau CFF pour les transports à 16/2 de Hertz. Comment fonctionne une centrale hydroélectrique? Vous avez ici la coupe d'une centrale tout à fait classique, où vous avez tout à gauche l'eau accumulée, un mur qui permet de retenir cette masse d'eau, et finalement une colonne d'eau ou une conduite forcée qui amène l'eau ici sous pression, à très haute pression, qui nous permet de faire de très haut débit et de mettre en rotation ici une hélice, une turbine, nous allons voir après différents types de turbines, reliée ici en haut à un alternateur, en général un moteur synchrone, qui permet de convertir la puissance mécanique ici fournie par l'eau en puissance électrique, et la vitesse de rotation ici du rotor permet de contrôler très précisément la fréquence injectée dans le réseau. Ensuite, un système de distribution doit être organisé pour amener cette énergie jusqu'à l'utilisateur final. Voici plusieurs exemples de turbines, en particulier pour la première, la turbine Pelton. Donc ces turbines fonctionnent de cette manière, elles sont assez logiquement réalisées à l'aide de coupelles, dans laquelle en fait l'injecteur avec l'eau sous pression arrive, frappe cette coupelle qui met en rotation
la turbine. Vous avez différentes formes de coupelles ici qui permettent plus ou moins de contrôler l'usure qu'il y a ici, qui peut être relativement élevée si l'eau n'est pas parfaitement exempte d'impuretés. Ou encore ici, une autre turbine dite Pelton. Il existe également d'autres types de turbines, nous n'allons pas entrer dans les détails ici, mais vous avez à gauche une turbine Francis, à droite une turbine Kaplan, qui sont utilisées pour différents types de centrales, centrales au fil de l'eau, ou d'autres types de centrales où le débit d'eau peut être variable, ou par exemple le contrôle des marées pour faire également de l'électricité avec le va-et-vient des marées. Un élément relativement nouveau dans les 10 dernières années dans nos pays sont l'utilisation du vent par l'éolienne. Et donc de plus en plus d'éoliennes sont placées maintenant en Europe, avec cette fois-ci une particularité par rapport aux barrages. Les barrages nous permettent de débiter de l'eau sur demande et donc de fabriquer de l'énergie sur demande, alors que pour les éoliennes, le fabricant d'électricité est toujours tributaire finalement du vent local à l'endroit où se trouve l'éolienne. Il y a donc derrière toute une analyse pour le stockage de cette énergie au moment où le vent se produit pour permettre, lors de son utilisation finale, d'être redistribué au moment voulu, à l'endroit voulu. Dans les pays nordiques, le Danemark en particulier, il y a une forte sensibilité à utiliser maintenant des parcs éoliens. Vous avez ici des parcs marins dans la mer du Nord, un autre parc ici de London Array, où vous voyez littéralement couvert, la mer est littéralement couverte d'éoliennes, et vous voyez aussi la taille de ces éoliennes par le petit bateau que vous avez ici présent dans la mer, et vous voyez les diamètres peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres pour réaliser et pour produire cette énergie. Bien sûr, il faut relier ensuite toutes ces éoliennes sur la terre ferme pour pouvoir capter cette énergie et la redistribuer ensuite chez l'utilisateur. Vous avez ici une autre photo dans la mer du Nord qui vous montre encore mieux cette dimension d'éolienne vis-à-vis d'un bateau. Et dans les tout derniers développements qui ont été faits pour les éoliennes, vous avez également un entraînement direct qui est réalisé où la machine synchrone, autrement dit le générateur, se trouve immédiatement incorporé à l'intérieur de l'éolienne elle-même. Et donc on économise ici grandement de l'énergie par le fait d'éliminer un train d'engrenage qui serait placé entre un générateur placé vers le bas de l'éolienne et l'hélice qui tourne vers le haut de l'éolienne. Donc de plus en plus, les éoliennes sont réalisées de cette manière avec un entraînement qu'on appelle direct, et donc le générateur est directement connecté à l'hélice. N'oublions pas les centrales nucléaires, même si 2/3 de l'énergie en Suisse est réalisée par le parc hydroélectrique, nous avons encore des centrales nucléaires qui permettent également de réaliser de l'énergie électrique par le même système. La centrale nucléaire, au final, par la fission nucléaire, échauffe de l'eau, et ceci est utilisé après comme une machine à vapeur pour faire tourner un générateur de même type que l'on pourrait trouver dans une centrale hydroélectrique. Avec néanmoins un inconvénient majeur par rapport à la centrale hydroélectrique, c'est la régulation de cette énergie. La régulation dans une centrale nucléaire ne peut se faire que très lentement. La fission, la réaction de fission étant mise en place sur plusieurs jours et donc ne pouvant pas être changée, modifiée de manière importante en quelques minutes. C'est le cas pour les installations hydroélectriques que l'on peut mettre en marche, arrêter de manière extrêmement rapide, étant donné le contrôle que l'on a de la chute d'eau directement sur la turbine Pelton et donc sur l'alternateur. En conclusion, on voit qu'il existe plusieurs façons de générer de l'énergie électrique dans un réseau à partir d'un moteur synchrone. La première que nous avons vue, c'est la force hydraulique à travers un barrage, une accumulation d'eau, une turbine et ensuite directement rattachée au réseau. La force éolienne qui permet de convertir l'énergie venant du vent, l'énergie mécanique du vent. La machine à vapeur dont la chaleur peut être fabriquée soit par des centrales à charbon, à gaz ou nucléaire. Et encore un certain nombre d'autres éléments dont nous ne voulons pas ici entrer dans le détail.